Réa Gimazan, je suis enseignante en activité physique adaptée, intervenante en santé sexuelle, aussi sexothérapeute. Et je suis honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Je tiens en particulier à remercier Annabelle Weck qui m'a invitée aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Actuellement, il y a 4 sujets que j'adore aborder et qui me tiennent beaucoup à cœur. C'est l'activité physique, le plancher pelvien, la santé sexuelle, mais aussi l'amélioration de la qualité de vie. Un drôle de mélange, vous me direz, et pourtant, ça prend tout son sens. Actuellement, je travaille à Montréal, mais avant, j'avais travaillé en résidence autonomie à Avon, et j'ai pu voir à quel point la santé périnéale, mais aussi l'activité physique, pouvait être un réel enjeu durant le vieillissement et pour garder son autonomie. Actuellement, je vais vous parler de plusieurs choses, et nous avons des objectifs ensemble pendant ces 30 minutes. Tout d'abord, on va essayer de définir et comprendre les dysfonctions et fonctions du plancher pelvien, comprendre aussi les enjeux que le plancher pelvien et la santé périnéale peuvent avoir chez les personnes âgées, mais aussi explorer les pistes de prévention et la mise en place dans les établissements dans le quotidien. Parce que le but, c'est de vous donner des conseils pratico-pratiques. Ça me tient beaucoup à cœur. Aujourd'hui, comme je sais qu'on va bientôt manger, qu'il y a eu déjà plusieurs conférences avant, on va essayer de participer un petit peu. Je vais vous proposer un jeu. Un jeu mythe ou réalité. Voici plusieurs phrases que j'ai pu entendre pendant mon parcours en résidence autonomie ou encore en EHPAD ou en résidence service quand j'intervenais ponctuellement. Je vous laisse en prendre connaissance. Ce sont toutes des phrases que j'ai entendues. Le but du jeu, ça va être de venir, à chaque fois que je dis la phrase, me dire si c'est un mythe, vous levez la main. Si vous pensez que c'est une réalité, vous baissez, votre main reste en bas. Ça marche ? Ok. La première phrase. De toute façon, le périnée, ça ne concerne que les femmes. Est-ce que vous pensez que c'est un mythe, levez la main, ou est-ce que vous pensez que c'est une réalité ? Ok, très bien, parfait. Ensuite, vous savez, à 80 ans, c'est normal d'avoir des fuites. Est-ce que vous pensez que c'est un mythe ou une réalité ? Ok, un peu moins de mains levées, très bien. Ensuite, aller chez un ou une gynécologue ou sage-femme, passer 65 ans, c'est inutile. Il y a quelqu'un qui a crié « mythe ». Ok, très bien, merci beaucoup. Et la 4e, faire du sport va aggraver mes fuites urinaires. Est-ce que vous pensez que c'est un mythe ou une réalité ? Ça, j'ai entendu ça dépend. Intéressant. Ok, c'est vrai. En tout cas, merci beaucoup de votre participation. Vous avez été très très fort. Mais je tiens à vous informer que tout ceci, toutes ces phrases sont des mythes. Et pendant ces 30 minutes, on va essayer de comprendre pourquoi ce sont des mythes. Au tout début, pour partir de tous, on va partir tous ensemble sur les bases. Et les bases, c'est quoi ? C'est de l'anatomie. Le but, c'est pas que vous deveniez des experts du périnée, mais c'est de comprendre ensemble de quoi on parle. Donc le périnée, après aussi plancher pelvien, c'est un ensemble de muscles, de ligaments et de fascias que vous allez retrouver de votre pubis juste à votre coccyx et qui va venir s'attacher sur vos ischions aussi. On parle souvent du périnée comme étant un hamac. Moi, j'aime pas trop utiliser cette expression. Je parle plutôt d'une toile. Ça ressemble à une grande toile tissée. Vous pouvez le voir sur le schéma anatomique ici. Vous pouvez voir que les hommes et les femmes ont un plancher pelvien. Souvent, la question qu'on me pose, c'est « oui, mais le plancher pelvien, c'est bien, mais le périnée, est-ce que c'est la même chose ?» En fait, tout simplement, le périnée, c'est la partie la plus superficielle du plancher pelvien. Vous avez différents plans, mais c'est la première partie, celle qui est la plus visuelle, potentiellement celle que vous allez voir si vous regardez vos parties génitales dans une glace. Ensuite, à quoi nous sert ce plancher pelvien, justement ? Eh bien, tout simplement, vous pouvez le voir ici. Donc, il s'attache du pubis jusqu'au coccyx, mais il traverse aussi la vessie, les intestins. On va parler plutôt du rectum. Et il va traverser aussi l'urètre, donc chez la femme aussi, l'utérus, et aussi, le vagin plutôt, et aussi le rectum.
Donc, il va avoir un réel impact sur la continence, que ce soit la continence urinaire ou la continence anale. C'est le fait d'arriver à contracter votre plancher pelvien quand vous vous retenez d'aller aux toilettes, mais aussi la capacité de le relâcher quand vous voulez aller aux toilettes paisiblement chez vous. Ensuite, nous avons le maintien des organes. Vous voyez tous les organes qui sont ici présents sur le schéma. Et bien, tout simplement, le périnée, il vous permet qu'ils soient maintenus à leur place. C'est pour ça qu'il a un enjeu très important. Ensuite, il participe à une sexualité épanouie. Et oui, messieurs, dames, votre plancher pelvien vous sert grandement pendant votre sexualité. Chez les hommes, il permet de maintenir l'érection, maintenir une érection de qualité, mais aussi permettre le contrôle de l'éjaculation. Chez les femmes, il va permettre d'augmenter les sensations et bien sûr de participer au plaisir pendant la sexualité. Et pour finir, le maintien de la posture. On n'en parle pas beaucoup, mais le plancher pelvien, c'est un peu comme le sol de votre maison. Si vous n'avez pas de sol à votre maison s'effondre. Et bien, le plancher pelvien, c'est un petit peu pareil. Si votre plancher pelvien est compétent et fonctionnel, ça va lui permettre de maintenir votre maison, votre corps. Mais le plancher pelvien, il ne travaille pas tout seul. Il faut savoir que le plancher pelvien, il travaille en synergie avec l'un des muscles des abdominaux qui s'appelle le transverse, que vous pouvez voir qui est quadrillé sur la petite animation, mais aussi avec votre respiration. C'est un principe très simple qui s'appelle le piston. S'il y a des fans de mécanique, je pense que vous avez déjà entendu parler du piston. En fait, c'est juste un moyen de répartir les charges qu'on impose dans notre corps. Quand vous inspirez, vous pouvez essayer, vos poumons se remplissent d'air, votre diaphragme descend, et votre plancher pelvien va venir un petit peu aussi s'affaisser pour laisser place à la pression qu'il subit. Quand vous expirez, vos poumons se vident, le diaphragme remonte, vos organes aussi, et votre plancher pelvien va venir se contracter légèrement et revenir à sa place. Cela se passe à chaque cycle inspiratoire et expiratoire, quand on a un plancher pelvien qui est bien sûr compétent. Mais qu'est-ce qu'il faut, au final, pour qu'un plancher pelvien soit fonctionnel ? Eh bien, tout simplement, il doit travailler en synergie avec votre respiration. Comme on l'a vu, le plancher pelvien travaille en synergie avec les muscles respiratoires, avec les muscles des abdominaux aussi. Il doit aussi travailler avec des abdominaux fonctionnels. En effet, si vos muscles du transverse ou si vos abdominaux subissent quelques difficultés, ça peut engendrer des troubles du plancher pelvien. De bonnes habitudes hygiéno-diététiques. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Tout simplement, le fait de savoir aller aux toilettes. C'est quelque chose qu'on apprend quand on est tout petit et qu'on perd énormément à l'âge adulte. Au final, on est pressé dans notre vie de tous les jours. Prendre le temps d'aller aux toilettes est quelque chose de vraiment compliqué, mais pourtant a une importance énorme pour la santé de votre plancher pelvien. Ainsi que l'alimentation, bien sûr, et le sommeil. Tout à l'heure, on parlait dans la conférence précédente de l'importance du sommeil. Je vous assure que pour le plancher pelvien, c'est important d'avoir un sommeil régulier aussi. Ensuite, une bonne vascularisation. Comme on l'a dit au début, le plancher pelvien, c'est un ensemble de muscles, de ligaments et de fascia. Il a besoin d'être bien irrigué pour venir fonctionner au quotidien. Et bien sûr, une activité physique régulière. Pourquoi je vous parle d'activité physique régulière ? Eh bien, tout simplement parce qu'au quotidien, vous marchez, vous sautez, vous courez. Les personnes âgées aussi vont venir marcher régulièrement. Eh bien, le stress mécanique que vous mettez sur votre plancher pelvien, si vous n'y êtes pas habitué, eh bien, il peut y avoir des problématiques. C'est comme si vous commenciez à vous dire « Tiens, je vais me mettre à la course à pied » et que vous n'en avez jamais fait de votre vie, mais d'un coup, vous vous dites « Ah bah tiens, je vais aller courir et je vais faire 10 bornes d'un coup ». Et bien là, votre corps, il est tellement peu habitué à l'effort qu'il y a un stress mécanique très important et il n'a pas été assez bien préparé. Pour le plancher pelvien, c'est pareil, c'est aussi un muscle, ça se prépare et on va voir quand le plancher pelvien n'est plus fonctionnel. Vous avez sûrement entendu parler d'incontinence urinaire ou anale, c'est le fait d'être dans l'incapacité de retenir une envie d'uriner ou de retenir un gaz ou encore des selles. Il peut se passer il y a différentes formes d'incontinence. Il y a les incontinences aussi qui peuvent se passer la nuit.
Il y a bien sûr aussi les troubles de la sexualité. Je vous parlais tout à l'heure que le plancher pelvien pouvait aider à l'érection, à l'éjaculation et à augmenter le plaisir pendant un rapport sexuel. Et bien, tout simplement, si vous avez des troubles du plancher pelvien, il peut y avoir troubles de l'érection, troubles de l'éjaculation, douleur à la pénétration si on a des rapports pénétratifs, mais bien sûr, il peut y avoir aussi des lourdeurs, des sensations très désagréables pendant les rapports. Ensuite, il y a le prolapsus, aussi appelé descente d'organes. Ça porte très très bien son nom. Tout à l'heure, vous avez vu, le plancher pelvien soutient énormément d'organes, mais là, le but, c'est qu'ils restent à leur place. Si le plancher pelvien est trop tonique, on va appeler ça un plancher pelvien hypertonique. Si un plancher pelvien est pas assez tonique, il va être hypotonique. Et là, quand il est hypotonique, eh ben souvent, il y a des organes qui peuvent s'affaisser. Ça peut arriver. Maintenant, quelques chiffres pour vous illustrer tout ça. Sachez que 49 à 77% des personnes âgées de 65 ans et plus hospitalisées ou vivant en établissement médico-social ont des troubles d'incontinence urinaire. 50% des personnes âgées de plus de 80 ans ont des troubles de la statique pelvienne. Les troubles de la statique pelvienne, ça peut comprendre un petit peu les prolapsus dont je vous ai parlé, la descente d'organes de tout à l'heure. 50% des femmes souffrent de syndrome génito-urinaire à la ménopause, comprenant des symptômes tels que la sécheresse, des douleurs, mais aussi des brûlures. Et plus de 50% des hommes entre 40 et 70 ans souffrent de troubles de l'érection. Bien sûr, on n'est pas une personne âgée à 40 ans, mais l'étude englobait les personnes de 40 à 70 ans. Mais si ce sujet concerne autant de personnes, pourquoi on en parle si peu ? Eh bien, tout simplement parce que le plancher pelvien, les troubles du plancher pelvien sont des sujets très, très, très tabous. Très tabous quand on est jeune et très tabous aussi quand on est vieillissant. Ça va avoir des réelles répercussions sur l'autonomie et ça renvoie énormément à l'enfance, au final, quand on a des troubles de l'incontinence et qu'on doit porter des protections. C'est vraiment un sujet qui n'est pas facile à aborder et qui est très, très tabou. Et pourtant, peut-être, en tant que directeur, directrice d'établissement, personne accompagnant des personnes âgées ou tout simplement dans votre famille, vous avez peut-être une Madame G qui, dans votre établissement, se balade toujours avec son déambulateur, ses protections sur le devant et qui va faire sa petite balade. Madame G, elle calcule tous ses itinéraires de balade pour qu'il tombe en fait sur les toilettes publiques accessibles. C'est vraiment fatigant pour elle, c'est vraiment compliqué de prévoir ses itinéraires. Pourtant, Madame G, elle adore marcher. Elle adore marcher avec son déambulateur et en plus, son kiné lui a dit que c'était bon. Donc du coup, elle part marcher énormément dans la journée. Mais par contre, toujours les protections sur le déambulateur pour être sûr de ne pas avoir de fuite. Monsieur P, il peut avoir de l'incontinence anale. L'incontinence anale, c'est des gaz qui peuvent s'échapper ou des selles. Monsieur P, il aimerait aller manger avec ses petits-enfants tous les dimanches midi. Pourtant, chez les enfants de Monsieur P, les toilettes sont peu accessibles, c'est difficile d'y aller, c'est vraiment compliqué de parler de son incontinence anale à ses enfants et à ses petits-enfants et de dire « il faut m'accompagner aux toilettes ». C'est vraiment quelque chose de compliqué. Donc Monsieur P, tout simplement, il reste dans son logement et il ne va pas les dimanches avec sa famille. Et ensuite, nous avons notre petite Madame F. Madame F, tout simplement, elle souffre de nicturie, donc c'est l'incontinence nocturne. Madame F, elle se lève 5 fois par nuit pour aller aux toilettes, parce qu'elle ne peut pas se retenir, elle a tellement peur de tacher ses draps et de finir humide le matin qu'elle va aux toilettes 5 fois par nuit. 5 fois par nuit, ça brise le cycle du sommeil. Madame F, elle se réveille encore plus fatiguée que la veille. Et ça, c'est vraiment difficile. Donc, quand vous lui proposez d'assister aux ateliers de gym ou aux ateliers bingo ou aux ateliers de l'établissement, Madame F, elle refuse et elle préfère rester chez elle pour lire un livre. Mais pourquoi, quelles sont les causes? Pourquoi ça concerne autant les personnes âgées, les troubles de la santé périnéale? Tout simplement parce que quand on arrive un petit peu plus loin dans l'âge, on peut avoir de la sarcopénie. La sarcopénie, c'est quoi? C'est le fait d'avoir une diminution de la masse et du volume et de la force musculaire. Ça peut être dû à la diminution des hormones. Donc,
à passer la ménopause et l'andropause, on a les hormones qui chutent un petit peu et cela peut impacter fortement la masse musculaire. Ensuite, nous avons l'alimentation. Les personnes âgées sont très sujets à la dénutrition parce qu'il y a des pertes de goût, il y a des pertes d'odorat et c'est plus difficile de se nourrir. Donc l'alimentation fait aussi partie d'énormément de facteurs des troubles de l'incontinence. La maladie chronique, je pense par exemple au cancer de la prostate ou encore au cancer de l'utérus, où les traitements peuvent être très invasifs et venir abîmer un petit peu le plancher pelvien. On a aussi le diabète, pour qui les personnes ont un diabète, ça peut être un hyperactivateur vésical et du coup on va plus régulièrement aux toilettes et c'est plus difficile de se retenir. Et bien sûr les traumatismes, on n'y pense pas souvent, mais quand on fait une fracture du col du fémur, ça impacte aussi le plancher pelvien. Alors, ce n'est pas la priorité, souvent on n'en parle pas énormément des retentissements sur le plancher pelvien, mais ça peut réellement avoir un impact. Le surpoids, en effet, plus on a une charge pondérale qui pèse sur le plancher pelvien, cela peut venir impacter vraiment la tonicité et la contraction réflexe de votre plancher pelvien. La toux chronique, je pense aux personnes aussi qui sont allergiques, on est en plein dans la saison, et je pense aussi aux personnes qui souffrent de BPCO. Quand on tousse régulièrement, on met énormément d'impact sur son plancher pelvien. Donc si on tousse 1 ou 2 fois, il n'y a pas de souci, mais si par journée vous toussez 10, 20 fois, ça vient toujours impacter, mettre de la pression sur votre plancher pelvien. Bien sûr, la grossesse, l'accouchement, vous avez un petit bébé qui va venir peser un petit peu sur votre plancher pelvien pendant plusieurs mois. Et l'accouchement, par voie basse, mais même par césarienne, peut avoir un impact sur le plancher pelvien. La colle, le tabac, ce sont des hyperactivateurs vésicaux, donc forcément, ça peut impacter. La constipation chronique, quand vous êtes constipé et que vous allez aux toilettes et que vous forcez pour aller à la selle, ça va avoir un impact sur votre plancher pelvien, ça met beaucoup trop de pression sur le plancher pelvien. Certains médicaments, et bien sûr, la sédentarité. Parce qu'à contrario, souvent, on pense que quand on a de l'incontinence, quand on a des fuites, il ne faut plus bouger parce que c'est le sport qui provoque, l'activité physique qui provoque des troubles de l'incontinence. Mais en fait, si vous arrêtez de bouger, si vous arrêtez de renforcer vos muscles, ça va avoir un réel impact. Et quelles sont les conséquences ? Tout simplement, chez les personnes âgées, les conséquences, c'est l'augmentation aussi du risque de chute. En tout cas, la salle de bain, c'est le 5e endroit où les personnes âgées tombent le plus. On pense souvent à la sortie de douche, on dérape, on tombe, c'est pas facile. Mais pensez à notre petite Madame F qui, tout à l'heure, allait en pleine nuit 5 fois aux toilettes. Quand on n'est pas trop réveillé et qu'on se dirige aux toilettes, parfois on y va dans le noir, les personnes âgées chutent régulièrement aussi la nuit pour ces raisons. L'isolement social, on a parlé tout à l'heure des odeurs qui peuvent émaner du fait de devoir aller régulièrement aux toilettes. Cela, en fait, va impacter fortement le quotidien des personnes âgées parce que, justement, ils vont être dans l'anticipation constante de savoir où sont les toilettes, comment ils font faire, est-ce que je vais avoir des fuites, est-ce que je vais avoir une tache, est-ce que je vais me faire juger par les autres résidents, par les autres personnes. Là, c'est très, très difficile et parfois, on préfère rester chez soi. La sédentarité, tout à l'heure, je vous parlais de ma petite Madame G qui calculait tous ses itinéraires avec ses protections sur son déambulateur. Madame G, elle est bien courageuse parce que quand on a des fuites urinaires ou de l'incontinence anale ou fécale, parfois on décide tout simplement de rester chez soi parce qu'on est sûr que les toilettes sont à proximité et on a du mal à se projeter pour aller marcher sur des petites distances. Ensuite, inconfort et troubles de la sexualité. Oui, nos personnes âgées ont une sexualité et elles veulent toujours qu'elle soit épanouie. Et ça, c'est compliqué quand on a envie d'avoir une sexualité épanouie, de ressentir de la douleur, de ressentir un manque de capacité par rapport à la projection qu'on avait de sa sexualité quand on avait 20 ans. Ça, c'est très difficile et c'est à prendre en compte. L'augmentation de la précarité. Là, je voudrais vous parler de quelques chiffres. Est-ce que vous saviez qu'une personne incontinente sévère dépense jusqu'à 300 € par mois dans l'achat des protections? C'est énorme. Sur des retraites pour des personnes âgées, c'est énorme. Sachez qu'il y a des aides. Par exemple, l'aide personnalisée à l'autonomie peut rembourser
certaines de ces protections. Ou alors, grâce au dossier MDPH, vous pouvez aussi promouvoir ces 2 aides pour que les personnes âgées se fassent rembourser leur protection. Et bien sûr, on a la diminution de l'image de soi et de la confiance en soi. Je vous parlais tout à l'heure du retour un petit peu à l'enfance, de la perte d'autonomie, l'impression qu'on ne contrôle plus tout à fait son corps, qu'on n'est plus maître tout à fait de ses sphincters, c'est le cas de le dire. Et ensuite, diminution de l'autonomie et de la qualité de vie. En effet, si on s'isole, si on arrête de bouger, si on reste tout le temps chez soi, notre autonomie va forcément décliner. Et pour la qualité de vie, je rappelle ici que ce n'est pas forcément l'absence de maladie, mais c'est aussi le fait de venir impacter toute la sphère sociale, physique, psychologique, mais aussi la qualité de vie sexuelle. Et tout ça, ça peut être un impact des troubles du plancher pelvien. Et les conséquences pour les établissements. Oui, j'ai pensé à vous. Et c'est des petites choses que j'ai pu observer pendant mon année à la résidence autonomie à Avon. Il y avait un manque de participation aux différentes activités. En effet, quand on venait discuter un petit peu du manque de participation avec les résidents, bon, bien sûr, au bout d'un moment, quand ils commençaient à nous connaître et qu'ils étaient au courant qu'on était à l'aise avec le sujet, ils pouvaient venir nous parler des troubles de l'incontinence, qu'ils étaient gênés, qu'ils avaient peur de venir en salle d'activité, mais que les toilettes n'étaient pas trop loin, donc ça allait, elles étaient juste à côté de la salle d'activité, donc ça, c'était super. Et à la fois, ils avaient vraiment peur d'avoir une fuite et de gêner les autres résidents et eux d'être très gênés, de devoir remonter à l'étage, se changer, de couper l'activité et de ne pas pouvoir en profiter. Donc résultat, ils ne venaient pas. Ensuite, on a la diminution de l'autonomie des résidents. Tout simplement, entre une personne qui souffre de troubles du plancher pelvien et une personne qui n'en a pas, vous allez voir que la différence au niveau de l'autonomie va être complètement différente. La personne au niveau, on parlait tout à l'heure de motivation, va être plus motivée, va être plus engagée à faire des choses quand elle n'a pas de soucis d'incontinence que quand elle va en avoir. Ensuite, on a bien sûr la diminution de la qualité de vie. Les personnes âgées, on a envie qu'elles vieillissent bien, qu'elles vieillissent mieux et surtout qu'elles soient en accord avec elles-mêmes et que ce soit le plus paisible possible. Alors certains troubles, parfois, peuvent un petit peu impacter cette paisibilité pendant le vieillissement. L'augmentation de l'empreinte carbone, je sais que ça va en faire rire beaucoup, mais en soi, il y a vraiment un impact. On a 38 tonnes de CO2 qui est rejeté par an pour l'achat de produits d'incontinence. Je sais que les établissements actuellement ont énormément de contraintes, doivent réduire les empreintes carbone. Et sachez qu'en tout cas, les achats de produits d'incontinence, et puis même si c'est les personnes âgées qui les achètent elles-mêmes, vont avoir un impact total sur l'empreinte carbone de votre établissement. Et bien sûr, l'augmentation de la charge de travail. Tout simplement, moi je pense à la personne qui faisait les entretiens de la résidence où j'étais et qui passait énormément de temps à nettoyer les fauteuils des personnes âgées. Là, je pense aussi à toutes les personnes qui sont aides-soignantes, qui sont infirmières, qui vont passer énormément de temps à les accompagner pour aller aux toilettes, parce que certaines personnes âgées vont avoir des difficultés à y aller seules, et ça va venir impacter les autres soins, parce qu'on prend énormément de temps pour accompagner pour d'autres problématiques, telles que les troubles du plancher pelvien. Mais maintenant qu'on a parlé de certaines choses qui n'allaient pas, je vais vous proposer certaines pistes d'amélioration et pistes d'exploration qui peuvent être mises en place dans les établissements ou dans l'accompagnement des personnes âgées pour une santé périnéale et améliorer l'autonomie des résidents. En premier lieu, j'aimerais vous parler de la formation et de la sensibilisation des employés. En effet, vous êtes ici aujourd'hui, on a parlé un petit peu plancher pelvien, mais si vos employés, si les personnes qui sont dans votre établissement ne sont pas au courant de ce qui engage les troubles et de ce qui peut être problématique pour les personnes âgées, en fait, elles vont rester dans le silence, les personnes âgées, et ne pas venir vous en parler et ne pas venir vous demander de l'aide. Quand vous formez les employés, ils sont dans la capacité potentiellement de proposer des pistes d'exploration, des solutions, de faire remonter ça potentiellement à la famille, de pouvoir essayer d'explorer certaines solutions pour que la personne âgée se sente mieux. La sensibilisation des familles, les familles, ce sont les meilleurs alliés, comme les aidants. C'est pareil, les familles sont souvent les aidants, mais parfois les résidents n'ont pas de famille et n'ont juste que des aidants qui peuvent venir les accompagner.
Et ils font un travail formidable. Et ça, il faut prendre en considération qu'il faut les sensibiliser aux troubles du plancher pelvien parce que les personnes âgées ne vont pas forcément leur en parler. Et ça, c'est vraiment difficile d'aborder le sujet avec sa fille, sa petite-fille. C'est des choses qui peuvent être intimes. Et si on n'ouvre pas la porte au dialogue, et ben là, ça peut être vraiment compliqué. Dans ma résidence autonomie, j'ai eu l'opportunité de pouvoir faire un cycle de conférences qui s'appelait « Le périnée ne prend pas sa retraite ». On a essayé d'aborder ça avec un petit peu d'humour. Et on avait invité les familles, mais on avait aussi invité les résidents. D'où la sensibilisation des résidents aussi qui est importante. Dans cet atelier, la première chose que je leur demandais, c'est où est-ce qu'était le plancher pelvien. J'avais imprimé une feuille avec 2 personnages qui étaient de profil. Et ben, je vous assure que j'ai eu des réponses un peu étonnantes. Et tout simplement aussi, j'ai eu des messieurs qui m'ont dit « mais j'ai un périnée, moi ». Et du coup, on est parti de ce petit schéma, ce petit dessin qu'ils ont fait, pour ensuite aborder un petit peu d'anatomie de manière très simplifiée, mais aussi aborder tout simplement quelles étaient les solutions qui s'offraient à eux et qui est-ce qu'ils pouvaient contacter pour essayer de faire une rééducation. Là, j'en viens à créer un réseau de professionnels. Dans votre région, dans l'environ de votre ville, essayez de trouver des professionnels qualifiés en santé périnéale. Donc, ça peut être des kinésithérapeutes spécialisés, ça peut être des sages-femmes, ça peut être des urologues. Essayez de voir quels professionnels sont accessibles. Je sais à quel point c'est très difficile d'avoir des rendez-vous avec les professionnels de santé. Les listes d'attente sont longues, mais pour le coup, si vous donnez déjà juste une fiche avec quelques numéros dessus, ça peut être très pertinent et très intéressant de les donner soit aux familles, soit aux résidents qui souffrent de troubles du plancher pelvien. À la fin de la conférence que j'avais effectuée à ma résidence autonomie, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait invité la kinésithérapeute spécialisée en périnéologie pour qu'elle vienne parler et répondre aux questions des résidents. Parce que quand on ne sait pas ce que c'est que la rééducation périnéale, ça peut parfois faire peur. Et là, ce qu'on va essayer, c'est de pouvoir amener directement le professionnel dans la résidence pour qu'il réponde aux questions et essayer d'enlever cette peur. Bien sûr, ensuite, on a des ressources accessibles. Mais qu'est-ce que c'est des ressources accessibles ? Tout simplement, ça peut être des affiches de prévention. Ça peut être des livres que vous laissez en libre disposition dans la résidence qui abordent les troubles du plancher pelvien. Il y en a des très accessibles qui sont écrits en très gros et qui sont très bien expliqués et très simplifiés et qui peuvent permettre de répondre à leurs questions. Ça peut aussi être des affiches dans les toilettes, par exemple, qui expliquent comment aller bien uriner ou comment aller à la selle convenablement. Ça peut être des petites choses explicatives, ça peut les faire rire au début, mais ça peut être quelque chose quand même qui va venir ouvrir les portes. Si vous mettez des affiches, des outils à dispo, ça permet aussi de venir ouvrir le dialogue avec les personnes âgées et qu'ils sachent que vous êtes ouvert à aborder le sujet. Bien sûr, l'activité physique adaptée aux troubles, ça, j'en parlerai un tout petit peu après, j'ai une diapo consacrée à ça. Mais j'aimerais vous parler aussi de l'ergonomie des établissements. Si vous livrez des établissements, des résidences autonomie, s'il vous plaît, prévoyez des toilettes à côté de vos salles d'activité et de vos restaurants. Ça paraît peut-être complètement incohérent et ce n'est pas la première chose auquel on va penser quand on va livrer un logement, mais je vous assure que ça va avoir un impact après sur comment vont vivre les résidents dans votre établissement. Et ensuite, bien sûr, l'ergonomie du logement. J'aimerais vous parler d'une petite Madame H que je connaissais aussi, qui faisait énormément d'occlusion intestinale. On parlait avec elle régulièrement, c'était très très compliqué de comprendre pourquoi elle faisait énormément d'occlusion intestinale. Puis au bout d'un moment, elle nous a dit « Ah bah oui, mais moi pour aller à la selle, je fais avec mon aide-soignante le matin. » Et puis toute la journée, c'est impossible pour moi d'y aller parce que je ne sais pas me relever seule des toilettes. Donc j'attends que mon aide à domicile revienne le soir, parfois, pour pouvoir y aller. Et on a trouvé une solution de mettre une rampe sur le bord des toilettes pour qu'elle puisse se relever et aller à la selle toute seule. C'est des solutions qui peuvent être mises en place très rapidement et qui peuvent être intéressantes. Après, il y en a bien d'autres. Je vais vous parler surtout de l'activité physique adaptée. Je vais prêcher un peu ma paroisse en tant qu'enseignante en activité physique adaptée. Les enseignants en activité physique adaptée font entre 3 et 5 ans d'études. Le but, c'est de réadapter à l'effort selon comment est la personne présentement et selon ses objectifs.
Le but ici, tous les enseignants en activité physique adaptée ne sont peut-être pas sensibilisés au plancher pelvien, mais déjà, ils vont permettre à la personne âgée de bouger, de renforcer les membres inférieurs. Et sachez qu'en tout cas, les personnes âgées qui souffrent parfois de troubles du plancher pelvien peuvent arriver à des résultats significatifs et peuvent arriver à réduire leur fuite et même des fois les enrayer juste en renforçant les muscles des membres inférieurs et aussi en travaillant avec les muscles des abdominaux et en travaillant leur stabilité. Les enseignants en activité physique adaptée sont vos meilleurs alliés. Parce que si vous arrivez à les faire venir dans votre établissement tout simplement pour faire de la prévention ou alors pour pouvoir enrayer les troubles de certaines personnes âgées, eh ben, vous allez augmenter l'autonomie complètement. Pour conclure cette conférence, je sais que parfois on repart des conférences avec beaucoup d'éléments, on ne se souvient pas de tout. Je vous ai parlé tout à l'heure de la petite conférence que j'avais faite qui s'appelait « Le périnée ne prend pas sa retraite ». J'ai travaillé ici pour vous donner l'accessibilité à un e-book complètement gratuit pour pouvoir accéder à toutes les informations qu'on s'est dites aujourd'hui, mais aussi à d'autres informations et d'autres pistes d'exploration que j'ai mis dedans. Si vous scannez le QR code et que ça ne marche pas, j'espère qu'il marche. Ça marche? Incroyable. C'est incroyable. Mais si vous scannez le QR code, ça va vous renvoyer sur un questionnaire juste où vous mettez votre adresse mail pour que je vous l'envoie en bonne qualité. Parce qu'en fait, si je vous mettais directement sur le QR code, la qualité du e-book n'était pas terrible et j'avais envie que ce soit en bonne qualité pour vous. Donc je vous l'enverrai, je pense, juste après la conférence, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est un petit aide-mémoire, c'est des petites choses, mais qui peuvent être intéressantes à apporter dans vos... Enfin, je l'espère du moins, mais qui peuvent être intéressants à emmener dans vos établissements pour en parler, pour ouvrir le sujet à vos équipes, aux familles, mais aussi auprès des résidents. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je suis vraiment honorée d'être là aujourd'hui. Je vous laisse mon contact, si vous avez mon mail, mon Instagram. Alors oui, j'ai une page Instagram où je fais de la vulgarisation scientifique depuis maintenant 5 ans. Le but de cette page, c'était de rendre accessibles les articles qui sont parfois longs et en anglais et difficiles à comprendre. Et bah, sur cette page, c'est accessible gratuitement aussi. Vous avez des bilans, des synthétisations d'articles scientifiques pour pouvoir un petit peu parler, démystifier les troubles du plancher pelvien, enrayer les tabous et essayer de rendre ça plus accessible à tout le monde et qu'on parle un petit peu plus du plancher pelvien. Bien sûr, je suis ouverte à toutes vos questions maintenant. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup Andrea, merci pour cette conférence, bravo, merci beaucoup. Effectivement, on a encore le temps pour une ou deux questions dans la salle. Voilà, si vous avez quelque chose à demander, voilà, vous n'hésitez pas à lever la main. Oui, il y a une dame juste là devant. Oui, bonjour, Christelle Omnes. Je voulais savoir, donc on a le vieillissement musculaire quand même qui s'installe. Et bon, moi l'idée que j'aurais, c'est que quand les personnes âgées rentrent en établissement, elles sont déjà quand même très âgées. Donc, c'est pas souvent à la suite d'entrer en établissement que les problèmes apparaissent, elles rentrent avec leurs problèmes. Et vous parliez tout à l'heure quand même qu'on pourrait faire de l'activité physique adaptée et revenir en arrière. C'est vraiment, parce que comme c'est musculaire, c'est un muscle, vraiment physiologiquement, est-ce que c'est vraiment possible de revenir en arrière à 85 ans, 86 ans? Alors, pour ne pas vous mentir, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir proposer un bilan aussi chez ces personnes âgées. Parce qu'il y a certains troubles qui vont être vraiment difficiles à enrayer juste avec de l'activité physique adaptée. Mais pour les personnes âgées, pour qui les troubles sont assez récents, et juste qu'elles prennent conscience de leur plancher pelvien, juste qu'on leur en parle et qu'on puisse les solliciter, apprendre ce que c'est qu'une contraction, qu'un relâchement du plancher pelvien, travailler la mobilité, les membres inférieurs, travailler la stabilité, déjà, ça peut vraiment aider la personne. Ça peut enrayer les troubles chez certaines personnes. Dans la résidence autonomie où je travaillais, où on faisait des exercices régulièrement, j'avais des personnes qui me disaient « Ah bah, c'est marrant parce que depuis qu'on fait ça, je ne me lève plus la nuit ».
Et c'était intéressant. Je ne dis pas que c'est miraculeux, parce qu'il y a certaines personnes âgées pour qui ça nécessitera peut-être des opérations, ça nécessitera peut-être plus d'accompagnement. Mais en tout cas, si on couple de la rééducation du plancher pelvien avec un ou une kinésithérapeute formée et spécialisée en rééducation du périnée, plus un accompagnement à la réadaptation à l'effort avec de l'activité physique, ça peut avoir de réels bénéfices. Je ne sais pas si j'ai répondu totalement à votre question. Oui. Merci. Je vois une dame qui se manifeste au milieu de la salle. Là. Bonjour, pardonnez-moi la trivialité de la question, mais comme j'ai une spécialiste, je me permets de vous demander, est-ce que vous nous conseillez à tous de contracter le périnée avant de tousser? Non, mais c'est super intéressant. Ça répond à beaucoup de questions qui se posent en ce moment parce qu'on travaille beaucoup sur le renforcement du plancher pelvien. On voit énormément de choses en ce sens qu'il faut absolument que le plancher pelvien il soit fort, qu'il soit tonique, qu'il faut contracter, il faut qu'il soit super musclé. Sauf que le plancher pelvien, en fait, il doit être capable de se contracter, mais aussi de se relâcher au bon moment. Donc, quand vous toussez, vous pouvez préparer votre plancher pelvien à faire des petites contractions, relâchement pour l'activer. Et quand vous allez tousser, il est censé se contracter de manière réflexe. Normalement, s'il n'y a aucun trouble, quand vous le contractez et vous le relâchez en amont, enfin, quand vous n'avez aucun trouble, vous n'avez pas besoin de faire ça, en fait. Il faut tout simplement tousser de manière naturelle et votre plancher pelvien, il va faire la job totalement en autonomie. Le seul truc, c'est que si vous avez des troubles, là, ça va être intéressant de l'activer et de le relâcher plusieurs fois pour permettre ensuite de tousser et que votre plancher pelvien, il se dise « Ok, là, il m'a dit, je contracte, je relâche », et il va contracter en bon moment. Quand je vous ai parlé tout à l'heure de la respiration, du transverse, de la répartition des charges, quand on tousse, vous pouvez essayer, on met de la charge et notre plancher pelvien, qu'est-ce qu'il fait? Il vient se verrouiller. Du coup, si vous n'avez pas de trouble, pas besoin d'anticiper, et pas besoin de renforcer votre plancher pelvien à outrance. Votre plancher pelvien, il fonctionne très bien tout seul. Quand on a des troubles, c'est un peu différent, mais quand on n'en a pas, il travaille de manière réflexe et de manière autonome.